Bien, bonjour à toutes et à tous. En France et dans toute l'Europe, en réalité, les repères entre la gauche et la droite sont brouillés. La plupart des partis politiques qui se réclament de la gauche mènent des politiques néolibérales lorsqu'ils sont seuls au gouvernement ou lorsqu'ils sont en alliance avec la droite. Parce que, dans beaucoup de pays européens, la gauche et la droite gouvernent ensemble. Cette situation, depuis des années, encourage l'abstention aux élections et le vote pour l'extrême droite. Bon, vous l'avez peut-être remarqué, j'en ai parlé hier, notre parti a changé de nom, mais nous appelions jusqu'à présent Mouvement politique d'émancipation populaire, et nous nous appelons maintenant Parti de l'émancipation du peuple. La raison principale de ce changement de nom tient au fait que nous avons rompu avec la gauche. Rompu avec la gauche. Nous ne sommes plus de gauche. Et je voudrais expliquer pourquoi. Première idée, en France, le président de la République, la majorité parlementaire et le Parti socialiste ont donné le coup de grâce à la gauche. On ne peut pas d'ailleurs contester la cohérence de François Hollande et du Parti socialiste en France, parce qu'il demeure finalement fidèle au choix de 1982-1983, lorsqu'avait été décidé le tournant libéral, comme on l'appelle en France, par François Mitterrand, c'est-à-dire l'arrêt d'une expérience politique avec des ministres communistes sur la base d'un programme qui comportait des ruptures avec le système capitaliste. Et c'est ce tournant néolibéral en France qui a donné le coup d'envoi de la néolibéralisation de la France, opérée pour l'essentiel par le Parti socialiste et couplée avec l'accélération de l'intégration de notre pays dans l'ordre institutionnel supranational européen. Le Parti socialiste a ensuite poursuivi cette politique orthodoxe d'inspiration néolibérale quand il est revenu au gouvernement en 1997, jusqu'à 2002, avec la gauche plurielle, c'est comme ça que ça s'appelait, et Lionel Jospin comme Premier ministre, en anesthésiant le Parti communiste français, qui avait 4 ministres. Le printemps 2012 et l'élection de François Hollande à la présidence de la République française, c'est toujours la même politique néolibérale qui est menée, pour des résultats largement négatifs pour les classes populaires et moyennes dans les années 1980, dans les années 90 et aujourd'hui pour la décennie 2000. Après 30 ans d'expérience, 30 ans de recul en France, il est frappant de constater que le véritable concepteur du néolibéralisme en France, celui qui l'a mené le plus loin et qui a pris les mesures les plus dures contre la population, c'est le Parti socialiste. Il faut bien comprendre que le cœur du néolibéralisme est la financiarisation de l'économie, mais surtout la suppression des processus démocratiques, institutionnels, liés à la souveraineté nationale. Le but des politiques néolibérales, impulsées par l'Union européenne, est de se débarrasser de toute pression démocratique sur les choix économiques en organisant un univers institutionnel définitivement favorable au capitalisme. Car les néolibéraux, à la différence des libéraux originels, savent que le capitalisme dépend des institutions. Le capitalisme ne peut pas vivre en dehors d'un cadre institutionnel régulateur qui lui assure des conditions optimales. C'est le moyen d'étendre son emprise sur les sociétés qu'il colonise et
et d'asseoir la puissance des classes dominantes qui reposent sur cette organisation de la société. Le projet néolibéral est donc d'assumer la création institutionnelle permanente dont a besoin le capitalisme. Sa création la plus sophistiquée aura été le contournement et la dissolution de la démocratie par les institutions, supprimant les souverainetés nationales sans pour autant supprimer les États. C'est d'ailleurs une méthode beaucoup plus efficace et durable que les dictatures. Le chef-d'œuvre du capitalisme et des politiques néolibérales est sans conteste l'Union européenne. La réalisation en France de ce projet terrifiant est due au principal parti de gauche, le Parti socialiste. Ainsi, François Hollande et le Parti socialiste, avec la politique qu'ils mènent depuis 2012, ont probablement donné le coup de grâce à la gauche. Le clivage gauche-droite, la contradiction entre la gauche et la droite, l'opposition entre la gauche et la droite, qui présuppose qu'il y a coïncidence avec le clivage de classe, a été totalement brouillé. Non seulement le Parti socialiste, comme la droite, est au service exclusif des classes dominantes, mais il en est même, en France, le parti le plus stratégique, le plus efficace, celui qui est le seul capable de réaliser pleinement le cadre structurel et institutionnel néolibéral. Alors, le changement de nom de notre parti politique répond à cette première nécessité, éclairer la société française sur cette réalité, parce que personne ou presque ne le fait en France, et surtout pas le Front de gauche, qui est composé, je le rappelle, du Parti communiste français, du Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui est membre du Parti de la gauche européenne, par le Front de gauche qui reste enfermé dans le projet suicidaire d'une nouvelle union de la gauche avec le Parti socialiste. Telle est la stratégie du Front de gauche en France aujourd'hui. Par exemple, toutes les lois votées en France sous François Hollande sont des lois d'inspiration néolibérale. Et lorsque l'on parle de gauche aujourd'hui en France, mais c'est valable dans de nombreux pays européens, on ne sait plus très bien de quoi l'on parle. Pourquoi est-il devenu relativement banal d'entendre dire en France et ailleurs qu'il n'y a plus de différence entre la gauche et la droite? Et ce sentiment d'ailleurs est unanimement confirmé par toutes les enquêtes d'opinion depuis des années, mais aussi par les conversations que nous avons les uns et les autres tous les jours, notamment avec les jeunes. Il est vrai que le Parti socialiste a tout fait pour alimenter ce sentiment, en renonçant, une fois qu'il arrive au pouvoir, à plusieurs reprises en France, à mener des politiques qualifiées de gauche. Mais qu'est-ce que c'est que la gauche? La gauche, au moins une partie d'entre elles, a été perçue comme exprimant la continuité des luttes ouvertes en 1789 avec la Révolution française. La topographie parlementaire, gauche et droite, a été un moyen primordial par lequel les citoyens se sont repérés en politique et continuent encore d'ailleurs à le faire pour une partie non négligeable d'entre eux. Ajoutons que le suffrage universel a créé un besoin d'identification politique où chacun est requis de se situer. Rouge et blanc, par exemple en France, on ne parlait pas de gauche et de droite, on parlait des rouges et des blancs. Ça permettait de simplifier le conflit de classe et de reconnaître immédiatement où l'on se plaçait, ce qui s'est traduit plus tard par gauche et droite. Ces notions de gauche et droite ont conquis, pendant une période, une partie de la planète et sont devenues des catégories quasi universelles de la politique. Gauche et droite ont désigné l'univers conflictuel de la politique
pendant plus d'un siècle, l'opposition des idéologies et des mouvements qui divisent le monde, la représentation des intérêts divergents des classes sociales. C'est donc tout cela qu'aujourd'hui, un nombre croissant de citoyens interroge. Le Parti socialiste, par exemple, a contribué à brouiller les notions de gauche et de droite en laissant des socialistes français diriger les instances supranationales qui sont parmi les plus en pointe dans la mise en œuvre des politiques néolibérales. Pascal Lamy, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Dominique Strauss-Kahn, directeur général du Fonds monétaire international, Jacques Delors, président de la Commission européenne, tous ces gens-là sont des socialistes français. Et donc, avec ces dirigeants socialistes à la tête des pires institutions néolibérales, supranationales, aucun changement majeur n'est intervenu au profit des classes dominées. Évidemment, quel excellent moyen c'était de détruire le clivage gauche-droite. Et donc, comment s'étonner, après tout cela, du brouillage, du clivage entre la gauche et la droite. Je termine avec deux ou trois idées. D'abord, toutes les enquêtes d'opinion en France montrent la dilution du clivage gauche-droite. Par exemple, le journal Le Monde du 9 janvier 2014 titrait sur une page, une pleine page, en Europe, le clivage gauche-droite s'estompe, disparaît. Et toute l'argumentation du journal Le Monde, imparable, reposait sur le constat de l'alliance entre des partis de gauche, partis socialistes, partis sociodémocrates, partis travaillistes, et des partis conservateurs, des partis de droite. En effet, à l'époque, parmi les 28 membres de l'Union européenne, 10 pays étaient gouvernés par de grandes coalitions, comme on dit en Allemagne, c'est-à-dire des gouvernements comportant des ministres de gauche et de droite. Et quelles étaient les politiques menées par ces grandes coalitions? Évidemment, c'était des politiques néolibérales. En France, une enquête de janvier 2010 montre que 67% des personnes interrogées ne font confiance ni à la gauche ni à la droite pour gouverner le pays. 16% seulement font confiance à la droite et 14% font confiance à la gauche. Et donc, quand on regarde dans l'histoire de France, je vais m'arrêter maintenant, quand on regarde dans l'histoire de France, on s'aperçoit que la gauche, en fait, est un mythe. C'est un mythe parce qu'elle repose sur une notion de gauche rêvée. Dans l'esprit des gens, l'idée de gauche est associée à l'alliance entre le Parti communiste français et le Parti socialiste sur la base d'une politique favorable à la lutte pour l'égalité contre les inégalités. Mais c'est un mythe, parce que lorsque l'on regarde l'histoire de France, cet agencement n'a duré que 13 ans en 2 siècles. C'est-à-dire que la gauche a été unie en France pendant seulement 13 années, pendant ces 2 siècles. Et donc c'est l'exception. Et la différence avec le passé, c'est qu'aujourd'hui le Parti socialiste a totalement basculé dans l'idéologie néolibérale. Toute alliance avec le Parti socialiste est une alliance pour mener des politiques néolibérales. Et donc, ma conclusion est la suivante. Quand des gens nous demandent « Alors, est-ce que vous êtes de gauche ?» Nous répondons « Nous sommes du côté du peuple, du côté des classes populaires, du côté des classes moyennes. » Quand on nous demande de préciser ce que nous voulons dire par être aux côtés du peuple, nous demandons à nos interlocuteurs de préciser eux-mêmes ce qu'ils entendent par gauche. Et donc nous leur demandons à nos interlocuteurs, quand vous dites que vous êtes de gauche,
Vous voulez dire que vous êtes pour le Parti socialiste, que vous êtes pour le front de gauche, que vous êtes pour l'extrême gauche. Et nous précisons, enfin, en disant que nous sommes dans la tradition des partis qui, à des périodes trop courtes de l'histoire, le Front populaire en 1936, la Résistance en 40-45, se sont placés résolument du côté du peuple. Et être aux côtés du peuple aujourd'hui, c'est démondialiser, sortir de l'Union européenne et de l'euro, reconquérir notre souveraineté nationale. Et pour donner le mot de la fin, nous ne sommes pas de gauche, nous sommes révolutionnaires. Parce que, dans l'histoire de France, le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste, le mouvement révolutionnaire, s'est toujours heurté à la gauche que l'on appelait au XIXe siècle la gauche bourgeoise institutionnelle. C'est la gauche française de Jules Ferry qui a développé le colonialisme français en le justifiant par l'œuvre civilisatrice de la France et de la République. C'est le général Cavaignac, homme de gauche, qui a massacré les ouvriers parisiens qui faisaient grève, qui manifestaient pour le droit au travail en 1848. C'est M. Thiers qui a massacré les ouvriers parisiens une deuxième fois en 1871, au moment de la Commune de Paris. Et donc, tout au long de l'histoire de France, le mouvement ouvrier s'est toujours opposé à la gauche qui était représentée par une fraction de la bourgeoisie. Aujourd'hui, au début du XXIe siècle, nous revenons en quelque sorte à cette situation que nous avons connue au XIXe siècle. Il n'y a pas de représentation politique réelle du mouvement ouvrier en France.